Merci. C'est moi qui vous remercie de votre invitation en ayant conscience de l'énorme difficulté qu'il y a à aborder un tel sujet. Dans les discussions, maintenant, expliquer pourquoi il y a une telle difficulté d'ailleurs, ou un tel barrage. Et ensuite, parce qu'en une demi-heure, expliquer, donner quelques pistes, ce sera aussi un défi assez que, enfin bon, ne perdons pas plus de temps. Ce matin, j'évoquais Primo Levi et le petit incident qu'il y avait eu. J'aimerais ici rappeler que la première chose que Primo Levi remarque lorsqu'il arrive à Auschwitz, c'est l'absence de miroir. Il n'y a pas de miroir, dit-il, en sortant de la salle de douche avec son vêtement de bagnard. Et il ajoute « Notre image est devant nous, reflétée par 100 visages livides ». La première chose qu'il remarque, c'est que le prisonnier a perdu son identité, mais il a gagné un reflet, il est désormais pareil à tous les visages, dit-il, qui m'entourent. Zoran Muzic, le peintre, lui aussi, à son arrivée à Dachau, fait la même expérience. La possession d'un fragment de miroir, découvre-t-il, est un trésor. Le prisonnier, donc, est quelqu'un d'abord qui a perdu la face, qui ne verra plus ce qu'il est, mais qui verra son reflet dans le visage de ses compagnons d'infortune, à mesure que les têtes des prisonniers semblent se fondre sous le coup de l'épuisement et de la faim, en une seule et même apparence, celle de ces têtes de cadavres, toutes identiques, qu'on voit sur la photo de la libération des camps en 1945. Le phénomène prend un sens plus dramatique encore lorsque le prisonnier remarque que croiser le regard d'un soldat SS, oser ne serait-ce qu'un instant soutenir son regard, c'est au mieux risquer un coup, au pire être envoyé à l'abattoir. Le regard donc est le privilège de ceux qui ont un visage et marque alors son pouvoir absolu sur les hommes devenus sans visage que sont les Häftlinge. On serait tenté ici de reprendre l'analyse que Emmanuel Levinas, tout au long de son œuvre après la Seconde Guerre, a faite de ce qu'il appelle l'épiphanie du visage. Je cite, « Le visage, dit-il, se refuse à la possession, se refuse à mes pouvoirs. » Dans son épiphanie, dans l'expression, le sensible, encore saisissable, se mue en résistance totale à la prise. Il écrit encore, ça c'est dans Éthique et Infini, « Autrui, dans la rectitude de son visage, n'est pas un personnage dans un contexte, le visage est sens en lui-même, à lui seul. Toi, c'est toi. En ce sens, on peut dire que le visage n'est pas vu. » Et quand Levinas dit « vu », il le dit au sens où dans les bagarres des enfants et plus tard l'adulte, dans ses relations conflictuelles et meurtrières, dit de celui qu'il va arrêter et peut-être abattre, « tu es vu ». La peau du visage est celle qui reste la plus nue, la plus dénuée. Il y a dans le visage une pauvreté essentielle. Chez Levinas, ainsi, le visage et le vis-à-vis sont les fondements de l'éthique. L'homme qui perd son visage est l'homme qui perd contenance, qui se décompose face à un autrui qui lui dénie le droit d'avoir un visage, c'est-à-dire d'avoir devant lui une contenance. Et l'obsession première du prisonnier, c'est bien effectivement de ne pas être vu, c'est de se rendre invisible pour échapper au coup, ou pire, à la sélection. L'homme rendu invisible et sans vis-à-vis, sans visage, cette posture inédite me semble bien devoir caractériser les traits de ce que sera l'art moderne en général. Un art sans visage, des formes qui ne peuvent être ni remarquées, ni identifiées. La psychanalyse, au même moment, va parler du stade du miroir, comme premier moment de l'assomption d'un individu. La même assomption de l'individu, dans le monde antique, se payait souvent de la mort de celui qui, regard regardant, est aussi individu, démasqué et mis à mort. C'est Narcisse dans son reflet, c'est aussi Orphée qui se retourne, un instant trop tôt, pour revoir le visage d'Eurydice. Troisième point de ce que je voudrais dire là, en avant-première, comment ne pas rappeler encore que dans le vocabulaire des camps de la mort, on appelait Figuren
les silhouettes des agonisants qui ne sont plus qu'une ombre, l'ombre de la personne. Le monde des camps, si vous voulez, d'un point de vue de celui qui s'intéresse aux choses visibles, comme l'historien d'art, est un monde où le visage a disparu, en même temps que la personne est devenue une silhouette sans épaisseur, une ombre. Et cette expérience cruciale, première, c'est celle que l'art de la peinture va devoir désormais affronter avec la question: l'art pourra-t-il survivre à ces nouvelles conditions? On a avancé souvent que l'art moderne est devenu un art de l'inhumanité, livré d'abord à l'abstraction dans les années 50, sans figure, puis dans les années 60, voué à des constructions, des installations, des idées, pour finir dans ce qu'on appelle aujourd'hui, et c'est intéressant, l'art du post-human. En raison, on l'explique, en raison unique, en raison de l'événement unique qu'aurait été dans l'histoire des hommes, la mort industrielle dans les camps. L'homme ne pourrait plus se représenter, la perte du miroir et de son reflet serait devenue la condition générale de l'homme d'aujourd'hui. Je serais tenté, on s'en expliquera, de dire l'inverse. Les camps de la mort ne sont pas la cause de la déshumanisation de l'art, ils sont la conséquence ultime et la plus tragique de l'évolution des idées et des procès scientifiques, en particulier en biologie, on en parlera demain, je crois, aux alentours des années 1890-1900, une conséquence et une conclusion d'un processus de déshumanisation progressive dont la première photo, s'il vous plaît, dont le symptôme le plus évident a été la disparition progressive mais implacable, après 1944, de la possibilité de représenter un visage et la figure humaine en général. C'est cette histoire que je vais tenter ici, mais vraiment à très grands traits, en vue très cavalière. La plupart des exemples, presque tous les exemples que j'ai choisis, sont ceux d'artistes juifs. Non pas qu'ils aient été les seuls à avoir écrit cette histoire, mais le fait est évidemment que leur double position, à la fois d'avoir été les premières et principales victimes, les plus nombreuses, et par ailleurs aussi d'être dans leur histoire propre les héritiers d'une tradition marquée par l'aniconisme, le refus de l'image, l'interdiction de figurer les êtres animés, peut-être les désigner mieux que d'autres à réagir le plus vivement à cette histoire. Je n'aborderai pas ici le problème s'il existe ou pas un art juif ou d'un art qui puisse se revendiquer tel. C'est vraiment entrer dans des débats sans fin. Mais ce qu'on peut avancer beaucoup plus sûrement, c'est qu'entre les années 30 et les années 60, avec au milieu la terrible expérience des camps de la mort, les Juifs, héritiers d'un art qui a banni la représentation de Dieu, à vrai dire la représentation taillée, c'est-à-dire la sculpture, non pas celle des plantes et des animaux, ont été les premiers à manifester une volonté aussi remarquable, c'est ce que je vais essayer de vous montrer tout à l'heure aussi, de réinstaurer, et paradoxalement au nom de leur mémoire sans image, les normes et les vertus spirituelles d'un art hanté sur la figure. Prenons une date pivot, 1907. Par exemple, c'est en 1907 que Picasso achève Les Demoiselles d'Avignon, que je vous présente ici, qui est l'œuvre clé, sinon fondatrice, de la modernité. Il se trouve que le tableau est laid, immensément laid, incurablement laid, insupportablement laid. C'est pas moi qui le dis, c'est André Salmon, c'est le poète, son ami, qui le dit au peintre quand il le découvre et qui va conseiller à Picasso de ne pas le montrer. Et la toile, en effet, va rester roulée très longtemps dans l'atelier. Les corps sont déformés, disloqués. Je crois qu'il faut aller peut-être un petit peu moins vite, c'est ça, à cause des traducteurs. Ah là là, mamma mia. Alors je suis dans le double bind, comme on dirait mes amis les psychanalystes. Il faut à la fois aller très vite, en même temps. Pas... Alors tranquille. Les corps sont déformés, disloqués, les visages sont réduits à des masques. Le tableau est évidemment un chef-d'œuvre et marque le point de départ de l'art moderne. Mais ce qui le caractérise n'est plus du tout... Mais en même temps, voilà qu'il y a une espèce de rupture dans le régime de l'art qui s'instaure. Il y a une mécanique qui se détraque. Il y a une certaine, un certain canon qui avait quand même prévalu dans toute l'histoire de l'art depuis la plus haute antiquité jusqu'à nos jours, jusqu'à la fin du 19e. Quelque chose qui se dérègle et qui se dérègle très très vite.
Disons que c'est tout ce qui était fondé jusque-là sur l'harmonie, sur le rapport des proportions entre elles, sur la beauté de Polyclète à Vitruve et de Vitruve, je ne sais pas à qui, moi, jusqu'à David, si vous voulez. Et qu'on entre dans un nouveau régime de la figure, dominé par l'horreur, la grimace, la convulsion, le grotesque, peut-être un certain sublime. On appelle ça l'art moderne. La suivante. La même année, 1907, entre-temps, sort un livre de Paul Richer, La nouvelle anatomie artistique du corps humain. Richer est l'assistant le plus proche de Charcot, le grand patron de la salpêtrière. C'est lui qui définit, au fond, ce qu'on appelle à l'époque l'hystéroépilepsie. Donc il est un des fondateurs de la neurologie, si vous voulez, après Charcot. Mais il est en même temps, de l'autre main, la main, je ne sais pas quelle main, droite ou gauche, professeur à l'École nationale supérieure des beaux-arts. Donc d'un côté, il étudie les formes de l'hystérie, d'un autre côté, il essaie la suivante, de proposer une nouvelle anatomie artistique pour les étudiants de l'École des beaux-arts. Il est aussi sculpteur. Et par exemple, comme vous avez cet exemple ici d'une sculpture grandeur nature de ces trois grâces, qui sont peut-être d'ailleurs Aphrodite, Héra et Athéna, selon les canons classiques. Tres Inuna, 1907 aussi. Et en même temps qu'il fait ça, la suivante, il développe donc systématiquement dans son autre face de fondateur de la neurologie une espèce d'alphabet chiffré presque, des postures, de la phase de la grande hystérie qu'on étudie à ce moment-là à la Salpêtrière. On est vers 1888-1900. Il va très loin, la suivante, puisqu'il est aussi, il va dessiner des figures comme ça de corps complètement convulsés, en proie à des passions que le psychisme ne peut plus retenir, ou contenir ou maîtriser, comme ici dans cette attaque qu'il appelle l'attaque démoniaque 1880. Bon, bref, toutes ces recherches tentent à montrer que l'anatomie n'existe plus, ou plutôt que le corps est livré à des pulsions incontrôlables qui vont le faire se déformer dans tous les sens. Freud lui-même, vous le savez, sera élève de Charcot et dira à un moment l'hystérique est celui qui ignore les lois de l'anatomie. L'hystérie fonctionne sans connaître les lois de l'anatomie. Et vous savez, c'est toute une histoire là qui s'élabore, puisque 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, Breton célébrera ce qu'il appelle le centenaire de la naissance de l'hystérie et donnera comme mot d'ordre de l'art moderne, la beauté sera convulsive, empruntée à l'histoire de l'hystérie, ou ne sera pas. La suivante, 1907 toujours, c'est l'année où un autre médecin, aliéniste, Marcel Réja, 20 ans avant les travaux de Hans Prinzhorn en Allemagne, écrit un livre, premier sur l'art chez les fous. Ce qu'il dit être l'art chez les fous. Pardon. 1907 enfin, c'est l'année où un certain Loris Alzheimer découvre les bases de ce que l'on appelait jusque-là simplement la démence sénile, qui nous attend tous si on dépasse un certain âge. C'est pas ce qu'il a été à l'époque. Et aujourd'hui, on le découvre. En tout cas, ce que je veux dire brièvement, c'est qu'à ces bouleversements profonds et irréversibles du schéma corporel classique, qui entraîne une appréhension totalement bouleversée et de la figure du corps et du fonctionnement du psychisme, vont s'ajouter la suivante. En plus de ça, voilà un exemple de cet art psychopathologique chez des fous et des aliénés. On va commencer à les collectionner par dizaines, par centaines et même par milliers. Et ils vont commencer à envahir la vision, ce qui est très bien. À quoi s'ajoute la suivante, de plus en plus fréquente et nombreuse, de plus en plus saisissante, les tableaux qui rappellent que la guerre première a infligé des dégâts à l'intégrité, à la notion d'intégrité du corps et du visage, avec la multiplication des infirmes et des estropiés, et aussi ce qu'on appellera les gueules cassées. Là, c'est un tableau d'Otto Dix de 1920, les joueurs de cartes,
effectivement, qui sont une fois gueule cassée et stropia. Mais on aura beaucoup d'autres exemples. La suivante, là c'est Georges Gross, dans Le Malade d'amour, qui représente cet univers extrêmement morbide qui est celui de la République de Weimar dans ces dernières années, dominé par la drogue, le suicide. Il porte je ne sais pas si vous le voyez, un petit revolver pointé sur son cœur. Bon, en tout cas, je reviens à Paul Richer, qui évidemment ne sera pas du tout suivi dans ses travaux de professeur à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts. Ses étudiants ne le suivront pas. Par contre, son héritage scientifique sera encore aujourd'hui intéressant à regarder. Bon, mais le manuel de Richer va trouver une postérité et une fortune ailleurs, ce sera en Allemagne. Et en Allemagne, le problème de l'art comme modèle, exemple d'une normalité biologique et comme expression d'une race supposée pure, va devenir crucial, essentiel, la suivante, dans la reconstruction morale et politique du pays. Je vous montre là un petit dessin d'une revue très diffusée dans l'Allemagne à l'époque, 1933, qui représente, en 4 petites vignettes, un sculpteur d'un nouveau genre, qui est Hitler, comme vous le voyez, à côté d'un sculpteur normal, qui a comme par hasard les traits assez sémites, qui commence par écrabouiller sous son poing la masse de figures, sans doute monstrueuses, psychopathologiques, hystérico, je ne sais pas quoi, épileptiques, façonnées par l'artiste qui est à sa gauche, et qui prend le bloc de glaise et en sort quoi? En sort un magnifique athlète, parfaitement normé, mesuré. La suivante. Next. La version populaire, si vous voulez, va se raffiner, si je puis dire, chez certains théoriciens, dont le plus célèbre est Paul Scholzen-Naumburg, qui était un architecte, qui va publier un livre destiné à une grosse postérité, Kunst und Rasse, dans lequel il écrira par exemple: la Grèce classique et l'art du Moyen-Âge sont les vraies sources de l'art arien. Seuls les artistes racialement purs peuvent produire un art sain. C'est le commencement évidemment du bannissement de l'art dit dégénéré, mais aussi c'est la condamnation au nom de la beauté des êtres disgracieux, laids, difformes, jusqu'à leur stérilisation. Comme historien d'art, curieux des formes, c'est ça qui m'intéresse. Évidemment, il y a toute une histoire de l'eugénisme que l'on va sans doute vous rappeler demain, qui commence peut-être aux alentours d'un cousin de Darwin qui s'appelle Galton, qui est l'inventeur de la photocomposite. Photocomposite qui consiste d'abord à sélectionner un certain nombre d'exemples de visages, à les mesurer, c'est lui le fondateur de la biométrique, et en superposant ces visages, par un phénomène photographique, à partir de ces multiplicités de clichés individuels, va parvenir à une image générique qui permet d'isoler une physionomie typique. C'est ainsi qu'il va proposer, Galton en Angleterre, le portrait type de différents membres d'une même famille, mais également celui du criminel ou du syphilitique. Ça ressemble, si vous voulez, à du morphing aujourd'hui, sauf que c'est un morphing à visée très mortifère. Ce qui m'intéresse dans cette histoire-là, c'est qu'on ira très très loin, parce que j'ai enfin retrouvé un texte que je cherchais depuis longtemps, qui fait que dans la lignée de la loi eugéniste nazie qui est votée en 1933, on va aller jusqu'à dire que non seulement il faut évidemment euthanasier, stériliser d'abord, premier point, stériliser, tous les gens porteurs d'un certain nombre de tares physiques. La suivante. Dans Kunst und Rasse, par exemple, vous avez des planches qui s'opposent, avec d'un côté des exemples d'art dégénéré. Vous reconnaissez ici Schmidt-Rottluff ou Modigliani, Beckmann, et à gauche, des photos de documents scientifiques représentant des gens affligés de différentes maladies. Les myopes, par exemple, ou évidemment les aveugles, à plus forte raison, devaient être stérilisés. Bon,
Ça, c'est relativement connu, j'y reviendrai pas. Ce qui moi m'intéresse beaucoup plus comme historien d'art, c'est le fait que ça ira jusqu'à inclure la laideur, je reviens à la laideur, comme critère pour sélectionner, au sens fort du terme, les gens qui sont affligés de laideur et à les stériliser. Jusqu'au point qu'on voudra créer une Museum Häuslicher Sozialer Gefangene, autrement dit un musée, galerie si vous voulez, de prisonniers asociaux d'apparence. Autrement dit qu'on aura jugé, dont les traits auront été jugés insupportables à regarder. Je cite, au cours de diverses visites effectuées dans les pénitenciers, on a toujours pu observer des prisonniers qui, en raison de leurs traits physiques, méritent à peine le qualificatif Mensch, humain. On croirait des créatures infernales, Missgeburten der Hölle. Ces prisonniers doivent être photographiés, on envisage qu'eux aussi devront être éliminés. Donc c'est intéressant, parce que l'eugénisme nazi va jusqu'à l'esthétique. Autrement dit, jusqu'à la je ne sais pas comment dire, la création d'une humanité belle d'apparence. Ça m'intéresse beaucoup comme historien d'art, évidemment. Mais on n'en parle pas beaucoup. La suivante. Pendant ce temps-là, évidemment, l'art du Troisième Reich développe une esthétique, elle, qui est totalement hantée, axée sur je vais aller très vite parce que vous connaissez, sur l'art antique. Là, c'est Leni Riefenstahl faisant défiler ses futurs dieux du stade en s'inspirant sur la gauche de la photo du disco-ball de Miron. La suivante, c'est encore assez charmant et indiscutablement d'une certaine beauté. Ça devient plus inquiétant et plus hypocrite lorsque se développe toute une série de peintures dans ce goût Troisième Reich, avec une visée idéologique précise, comme dans cette peinture de Ivo Zalliger qui s'appelle Le Jugement de Paris, où vous avez un charmant jeune homme en Lederhoser, Hitlerjugend, qui doit choisir entre, à nouveau, ces jugements de Paris, Aphrodite, Héra et Athéna, qui choisira celle, évidemment. Il y en a une qui est très blonde et l'autre qui est très noire, mais je n'en tire pas de conclusion, et qui choisira, évidemment, celle qui peut lui apporter les plus beaux enfants. La suivante, évidemment, l'exemple le plus célèbre, Arno Breker, dans ses statues monumentales, reprenant apparemment l'esthétique antique, comme ici dans ce porte-flambeau qui est de 39. Pour ne pas paraître quand même trop obsédé par la suivante, je rappelle tout de même que dans l'Union soviétique voisine se passent des choses qui ne sont pas tellement différentes quant à l'exaltation d'une certaine jeunesse saine et patriotique, célébrant les vertus du nouveau dieu, Staline, la suivante, soit dans des peintures, soit dans des photos, dont la brutalité, dont la barbarie, dont l'inhumanité, là c'est des athlètes défilant en hommage à Staline, ne le cède à mon avis en rien à ce qu'on a vu en Allemagne, sauf que ça ne débouchera pas sur un problème systématique d'élimination. Alors en choc, quand je vais trop long, vous m'arrêtez. En choc vertigineux, la réalité, retour à la réalité. Qu'est-ce qui se passe en fait? On arrive dans les témoignages peints, qu'on peut avoir des camps qui sont assez peu nombreux, enfin ceux de qualité. Il y a énormément de dessins, il y a énormément d'esquisses, il y a énormément de graffitis, mais les rares peintures qui peuvent véritablement témoigner de ce qu'a été le monde concentrationnaire. Je vous ai enfin fait un petit choix. Là, c'est Boris Taslitsky, qui était un communiste français, juif d'origine, et qui a été emprisonné à Buchenwald, et qui en a tiré quelques peintures faites d'après des dessins faits sur place, comme ici, cette cour du petit Buchenwald, et qui dit d'ailleurs, c'est une très belle phrase, si je vais en enfer, j'y ferai des croquis. D'ailleurs, j'ai l'expérience, j'y suis déjà allé, et j'ai dessiné. La suivante, Music, qui lui est emprisonné à Dachau, et qui, là aussi c'est pareil, après un temps de latence de 20 ans, 25 ans, se mettra à peindre d'après des documents, des dessins qu'il avait faits en 1944, avant la libération du camp de Dachau, et surtout après, au moment de l'arrivée des Américains. La suivante. Les gravures aussi, comme ici les scènes
assez fréquente de pendaison. La suivante. Un témoignage sur les fours crématoires qui fonctionnaient à Dachau comme ailleurs. Je vais très vite, sinon je... Alors, moins connu, Alex Colville, qui est un Canadien anglais de l'Est canadien, qui fera partie des troupes canadiennes de libération des camps et qui laissera donc des témoignages comme peintre, un peintre extrêmement réaliste. Il est le maître de l'école du réalisme magique au Canada, un peu comme Wyeth ou Harper aux États-Unis, si vous voulez. Il fera ces tableaux de la libération de Bergen-Belsen. La suivante, plus connu peut-être, le témoignage de Félix Nussbaum, qui est arrêté en juin 1944 et envoyé à Auschwitz, qui va peindre des tableaux qui ne sont pas faits sur le vif, puisqu'il imagine la vie de ces camps qu'il connaîtra en 1944. Il y perdra la vie. Donc c'est lui-même ici un autoportrait exhibant sa carte d'identité avec l'étoile. La suivante, d'autres exemples de lui, Félix Nussbaum toujours. La suivante, c'est des tableaux cauchemardesques, à moitié imaginés, à moitié fondés sur des témoignages, et qu'il verra ensuite de ses propres yeux avant de mourir. La suivante, des choses plus allégoriques, comme ici l'Ange de la mort, qu'il peint en 1940, 4 ans avant son arrestation. Un autre, moins connu aussi, Miklos Bokor, d'origine hongroise, juif d'origine né à Budapest, qui est arrêté entre 1944 Auschwitz et ensuite transféré à Buchenwald, d'où il sera libéré, et dont toute l'œuvre tourne autour de la libération des camps. Qu'est-ce qui se passe après la guerre? Après la guerre, d'abord le centre de l'art se déplace à New York, dit-on, et va se développer aussi une école de New York totalement abstraite, essentiellement faite par des peintres émigrés d'Europe centrale qui refusent l'image, qui se font appel à des traditions exogènes et plus du tout à la tradition européenne. C'est évidemment le plus célèbre Jackson Pollock qui va se mettre à peindre, à utiliser des procédés qu'il a pris, si vous voulez, aux Indiens de la côte ouest des États-Unis, donc des peintures sur le sol à plat, aléatoires, comme les peintures de sable des Indiens. Bon, ça c'est très bien connu, on est en 1947, après, suivante. Plus intéressant, l'exemple de Mark Rothko, qui lui est né en 1903 en Lettonie, qui est le benjamin d'une famille juive de 4 enfants, qui émigre à New York en 1913, qui va développer un art totalement abstrait de lumière, une espèce de présence très forte de la lumière, une espèce de plasma lumineux. La suivante, qui trouvera à s'employer de façon intéressante dans la Rothko Chapel de Houston, voulue par la famille Deménil en 1971, protestants rigoureux, et qui veulent donc une chapelle œcuménique ouverte à toutes les religions, et bien entendu sans images figuratives. Et Rothko est chargé de peindre, enfin de faire les tableaux pour cette chapelle œcuménique. Est-ce qu'elle est totalement abstraite? Je n'en suis pas si sûr. À partir du moment où on le remarque, ce qu'on n'a pas vraiment beaucoup remarqué, que les couleurs choisies par Rothko pour cette chapelle de Houston sont en fait les couleurs du temple de Jérusalem, et en particulier dans le premier livre des rois, l'écarlate, le violet et la pourpre. Donc il y a là quelque chose qui se passe qui est plus intéressant que simplement mener une discussion esthétique sur les valeurs de l'abstraction. Il y a quelque chose derrière. La suivante. Un autre exemple, c'est celui de Barnett Newman, immigrant, lui, juif de Pologne, qui émigre aux États-Unis, et dont l'œuvre principale, là aussi, a un arrière-fond, une connotation religieuse très forte, puisque ça s'appelle les Stations de la Croix, les 15 Stations de la Croix, qu'il peint entre 58 et 64,
sous-titré Lama Sabachthani, et qu'il veut être un mémorial aux victimes de la Shoah. Et au croisement de plusieurs croyances religieuses. Ça, c'est l'Amérique années 50. Revenons en Europe et finissons sur l'Europe. La suivante. En Europe, on veut revenir à la figure, au portrait, à la tête et au visage. L'un des exemples les plus étonnants est celui d'Alberto Giacometti, qui en 1947, après la guerre, dit « Moi, je veux faire une tête ». Faire une tête, c'est son expression. C'est pas représenter une tête, c'est faire une tête. Et son ami André Breton lui répond, cette formule, bon, une tête, on sait bien ce que c'est qu'une tête. Et Giacometti lui répond, non, précisément, c'est ce dont on sait le moins. Et toute l'œuvre de Giacometti après 1947 va être ce retour à la figure et au visage, au portrait. La suite. Balthus, de même, dont le grand-père était rabbin, ce qui est une chose assez peu connue, est aussi un des grands maîtres du retour à la figure, par exemple ici avec la toilette de Cathy en 1932. Encore, la suivante. Moins connu peut-être quelqu'un comme Jean Hélion, communiste lui aussi au départ, qui est abstrait au départ, américain au départ, qui rentre en Europe, et qui rentrant en Europe revient à la figuration, se convertit au réalisme. La suivante. Un peintre qui est mort il y a très peu de temps, il y a quelques mois, né en Bukovine en 1929, mis en camp quand il avait 13 ans, il a passé un an dans les camps à 13-14 ans, qui rejoint la Palestine en 1944, qui devient citoyen israélien, et qui dès lors va partager sa vie entre Israël, l'Angleterre, les États-Unis, la France, et qui en 1973 se convertit au réalisme et commence de faire cette peinture extraordinairement puissante, forte, assez bouleversante. Je n'ai pas donné son nom, c'est Avigdor Arica. Il se trouve que c'est le même moment où, à Londres, on voit naître, j'ai presque fini, un renouveau du mouvement figuratif, peut-être parce que Londres est le lieu où travaille quelqu'un qui n'a jamais renié la figuration, qui est Francis Bacon, évidemment. Et autour de Bacon va se grouper un certain nombre de peintres, la plupart juifs, qui vont constituer ce qu'on appelle l'école de Londres, avec Kitaj, Auerbach, Kossoff et quelques autres. Là, voilà, Kitaj, un de ses tableaux les plus connus, qui s'appelle Autumn in Central Paris, dédié à Walter Benjamin. Kitaj est né d'un père hongrois et d'une mère russe. Il émigre à Londres en 1958. Il fait ses débuts sous les auspices du pop, autour de Blake et de Hockney, évidemment. En 1976, c'est-à-dire à peu près au même moment où Arica se convertit à la figuration, il monte une exposition à Londres qui s'appellera The Human Clay, tiré d'un poème de Auden qui dit « To me, art's subject is the human clay ». Et alors, au moment même où triomphent les abstractions, les happenings, les installations, naît ce courant tourné vers la figuration, avec une sorte même proprement d'obsession. Là, je n'ai pas le temps de vous lire son manifeste, The Human Clay, mais ceux que ça intéresse, je vous le passerai, où il parle évidemment du sens profond qu'a pour lui, juif émigré, ayant connu aussi la Seconde Guerre, ce qui s'y est passé, que signifie pour lui ce retour à la figure. Il écrira aussi 2 manifestes qu'il appellera les manifestes diasporistes, ajoutant de façon un peu ironique, vous n'avez pas à être juif pour être un diasporiste. Autrement dit, une espèce de sentiment que c'est là le sort qui s'est étendu à l'homme au XXe siècle en général. Il recevra le Lion d'Or du centenaire de la Biennale de Venise. J'en suis heureux parce que c'est, si je puis dire, grâce à moi qu'il l'a eu. Mais c'était vraiment un hommage. Bon, il y a là un petit témoignage à nouveau de Aaron Appelfeld qu'on a cité ce matin sur le fait qu'après la Shoah, effectivement, dit-il, n'avons-nous pas vu ce qu'était la culture européenne et quel fantôme grouillait dans ses bas-fonds. Le grand Tolstoï, ajoute-t-il, avait compris à la fin de sa vie que l'art européen avait fait faillite, mais il n'avait nulle part où aller. Et Kitaj, au fond, dans ses manifestes, est une anté-réponse, si vous voulez, à
à cette remarque. Et puis je terminerai, si vous voulez, avec quelqu'un qui est mort aussi tout à fait récemment, Lucian Freud, le petit-fils de Sigmund Freud, lui aussi émigré, qui quitte Berlin en 28 pour Londres, et qui va, tout au long des années, développer un art d'une figuration absolument, j'allais dire, implacable, curieux mélange non pas de laideur, mais d'une force et d'une puissance telle que beaucoup de gens ont un mouvement de recul lorsqu'ils découvrent ces nus, ces portraits, ces visages, au point que lorsque j'ai fait la première exposition de Freud à Paris, je me suis fait traîner dans la boue par la presse. Par contre, la dernière exposition de Freud à Paris, il y a moins d'un an, a été saluée comme étant celle certainement du plus grand peintre vivant. Et Freud est mort il y a 6 mois à peu près. Voilà, donc c'était vraiment un parcours extrêmement cavalier que je vous ai proposé, de 1880 à nos jours, mais en vous montrant la complexité, au fond, de ce parcours, et surtout qu'on ne peut absolument pas le réduire à des problèmes d'esthétique. C'est beaucoup plus que ça qui est en cause, qui est en jeu, des problèmes d'éthique, des problèmes de politique et des problèmes spirituels, qu'on peut dire de foi. Voilà.